Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle plongée au cœur de nos sources. Je suis vraiment ravi d'être là pour décortiquer tout ça avec toi aujourd'hui. Salut Sam, pareillement, je suis ravie d'analyser ce document avec toi. C'est un sujet tellement riche. Ouais, hyper riche. Et pour poser le contexte, d'habitude, quand une machine tombe en panne, le réflexe est simple. On soulève le capot, on repère la courroie qui a lâché, on la remplace et hop, le moteur part. C'est le côté binaire, ouais. C'est très rassurant. C'est ça, c'est rassurant. Mais aujourd'hui, notre mission, c'est d'explorer un document fascinant qui prouve que face aux pannes, disons, intimes masculines et aux troubles de la vitalité, cette approche purement mécanique ne suffit plus du tout. Absolument plus. On plonge donc dans le guide Paternité puissante, guide africain pour la vitalité, la prostate et la libido, qui a été écrit par Jean-Louis Dossou. Et c'est pas juste un petit manuel de santé, c'est une vraie méthode intensive sur 21 jours. Et même un protocole avancé de 39 jours pour ceux qui veulent aller plus loin. Exactement. Et le défi qu'il relève est immense, parce qu'il arrive à marier la sagesse ancestrale ouest-africaine, donc les plantes locales, les rituels, avec la pointe de la micronutrition scientifique moderne. Et c'est cette convergence entre la tradition et la science clinique qui rend cette analyse si pertinente pour ceux qui nous écoutent. Surtout qu'il s'attaque à un tabou énorme, le silence écrasant qui entoure les faiblesses intimes masculines. Oui, l'ambition de ce document, en fait, dépasse largement le simple cadre de la fertilité. C'est presque un manuel de mécanique de la biologie humaine. Il montre étape par étape que la santé physique, la régulation des hormones, les émotions et même l'environnement, ce sont les rouages indissociables d'un seul et même système. Ouais, tout est connecté, quoi. C'est ça. Et les mécanismes qu'on va aborder aujourd'hui offrent des vraies clés de lecture qu'on peut appliquer à notre santé globale, bien au-delà de la seule sphère urogénitale. Alors, avant de parler des solutions, des fameux protocoles de 21 ou 39 jours, il faut d'abord comprendre comment la machine fonctionne à la base. Et ce qui m'a frappé d'emblée dans ce texte, c'est vraiment le refus d'utiliser un jargon médical pompeux. Ah oui, c'est très visuel. L'anatomie masculine y est redéfinie avec des métaphores du quotidien. On ne parle pas d'hypertrophie bénigne ou de glandes de manière abstraite. Et ce changement de langage, mine de rien, ça modifie complètement notre rapport au corps. L'auteur conceptualise le système génital masculin comme une grande voie express, très très régulée. Une autoroute de la vie, en gros. Voilà. Dans son image, les testicules sont les champs où germe la vie, et la prostate, cet organe qu'on connaît finalement assez mal, est décrite à la fois comme la station-service et le gardien de péage. J'adore cette image du gardien de péage. Elle est parfaite parce que la prostate est située stratégiquement juste avant l'autoroute de la transmission. Sa fonction première, c'est de fournir le carburant protecteur, le liquide nourricier, sans lequel rien ne survit. C'est la station-service. Exactement. Mais en tant que gardienne de péage, elle contrôle aussi un carrefour super complexe entre la voie urinaire et la voie reproductive. Elle doit s'assurer que les deux flux ne se croisent jamais au mauvais moment. C'est une vraie tour de contrôle. Sauf que sur cette autoroute ultra régulée, les accidents finissent par arriver. Et le document sépare vraiment les pannes en deux grandes catégories. Oui, c'est très clair dans le texte. D'abord, il y a les causes dites visibles, les infections bactériennes, le diabète, la sédentarité extrême. L'auteur compare ça à de la boue qui s'accumule dans un tuyau. Ça obstrue physiquement le passage. C'est ça. La tuyauterie est bouchée, c'est un problème mécanique, on arrive très bien à se le représenter. Mais ensuite, il introduit une deuxième catégorie qui est franchement bien plus pernicieuse, les causes invisibles. Les plus dangereuses, souvent. Ouais, on parle de l'héritage familial, de la charge mentale et surtout du stress chronique. Et là, le mot qu'il utilise, c'est « la pluie acide qui ronge silencieusement les fondations de la route ». L'image de la pluie acide est cliniquement très juste, en fait. Contrairement à un coup de marteau qui casserait une pièce d'un coup net, la pluie acide modifie la composition même de l'environnement jour après jour. Le dommage est quasiment imperceptible jusqu'au jour où la structure s'effondre. Bon, décortiquons tout ça, parce que c'est le cœur du problème. Je capte tout à fait l'histoire de la boue dans le tuyau pour une infection ou un pic de sucre. Mais comment une cause purement psychologique, un truc aussi abstrait que la peur de l'échec ou la pression au travail, peut créer un vrai blocage physique, tissulaire, au niveau de cette station-service? Comment une pensée arrive à gripper une machine biologique? C'est là que ça devient fascinant. Il n'y a aucune pensée magique là-dedans, c'est de la pure physiologie biochimique. Quand ton cerveau perçoit une pression constante, même si elle est silencieuse et non physique,
L'amygdale s'active. Le centre de la peur dans le cerveau, c'est ça, hein? Exactement. Le cerveau déclenche alors une réponse de survie complètement archaïque. Il inonde le système sanguin de cortisol. Notre fameuse hormone d'alerte principale. C'est un peu l'alarme incendie qui reste bloqué sur la position on. Tout le temps. Et la règle en biologie est stricte. La survie immédiate prime sur tous les restes. La reproduction, la digestion, la régénération des cellules, tout ça, ce n'est absolument pas une priorité quand le corps croit qu'il doit fuir un lion dans la savane. Évidemment. Du coup, le cortisol va littéralement bloquer l'axe hypothalamique, ce qui coupe net la production de testostérone. Ah ouais, carrément. Et en plus, cet état d'alerte permanent provoque ce qu'on appelle une vasoconstriction sévère. Tes vaisseaux sanguins se resserrent violemment. L'irrigation de tout ton bassin pelvien s'effondre. Donc pour reprendre une analogie informatique, le logiciel mental est infecté par un virus de stress. C'est ça. Et il envoie des signaux d'erreur tellement massifs qu'ils font planter le matériel physique. Le corps n'a aucun défaut structurel. La plomberie va bien, mais les vannes hormonales et sanguines sont verrouillées de l'intérieur par le système nerveux. C'est fou de voir à quel point le matériel et le logiciel sont les deux faces d'une même pièce. Et c'est ce constat qui amène logiquement la première étape du protocole. Puisque la biologie a besoin de se sentir en sécurité pour marcher, il faut fournir un carburant qui éteint l'incendie. Tout à fait. Et là-dessus, le guide est sans pitié avec notre alimentation moderne. Les sucres rapides, les aliments ultra transformés, les mauvaises fritures. Tout ça crée une inflammation silencieuse. C'est un feu intérieur qui encrasse le moteur. Une vraie corrosion sur les parois de tes vaisseaux sanguins. Et pour éteindre ça, l'auteur ne va pas chercher des pilules chimiques. Il se tourne vers la pharmacopée du terroir africain. Avec des aliments hyper ciblés? Oui, et il détaille même les mécanismes cellulaires de ces super-aliments. Prenons par exemple les graines de courge, qu'on appelle localement agoussi. Le texte ne se contente pas de dire « mangez-en, c'est bon pour la santé ». Non, il explique le pourquoi. Exactement. Il explique qu'elles contiennent des concentrations massives de zinc. Or, la prostate concentre plus de zinc que n'importe quel autre organe de ton corps. D'accord. Ce minéral, il agit comme un bouclier enzymatique. Il empêche littéralement la testostérone de se dégrader en DHT. La dihydrotestostérone, c'est ça? L'hormone qui cause les problèmes. Voilà, c'est une forme hormonale hautement inflammatoire qui fait gonfler la prostate. Sans ce bouclier de zinc, la glande s'hypertrophie inévitablement. C'est de l'ingénierie moléculaire, mais 100% naturelle, quoi. Et le guide mentionne pas mal le moringa aussi. Oui, le moringa vient compléter ce bouclier parce qu'il est gorgé d'antioxydants très puissants. Ils viennent neutraliser les radicaux libres créés par le stress. Ensuite, il y a les légumes-feuilles comme le guéboma ou l'amarante qui sont utilisés comme des prébiotiques. Pour nourrir le ventre? C'est ça, ils nettoient la flore intestinale pour empêcher les toxines de traverser la barrière digestive et d'atteindre le fameux flux sanguin du bassin. Donc on purifie vraiment le carburant à la source. Mais on est d'accord qu'un carburant de compétition, ça sert à rien si la pompe du moteur est à l'arrêt. Ah bah oui, aucune utilité. Et c'est là qu'intervient la question du mouvement. L'auteur décrit le bassin humain avec une image que je trouve brillante. Une vraie centrale hydroélectrique. Si l'eau circule, les turbines tournent, l'énergie se diffuse. Mais il faut faire tourner les bonnes turbines. Voilà. Il précise qu'il faut des mouvements très spécifiques. C'est pas juste aller trottiner 30 minutes sur un tapis roulant en regardant la télé. Il recommande notamment le squat à l'africaine. Le fait de s'accroupir très profondément en relâchant complètement le bassin. Ou le pont pelvien? Oui. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que si on file sa métaphore, si le bassin est une centrale hydroélectrique, notre mode de vie moderne est juste catastrophique. Oh oui, désastreux. Passer 8 ou 10 heures par jour assis derrière un bureau ou coincé sur une moto dans les embouteillages, ça revient pas à mettre son corps au repos, ça revient à abattre d'énormes portes d'acier et à fermer complètement les vannes du barrage. Tu bloques tout. L'eau stagne, moisit, la pression s'accumule derrière le mur. Cette image du barrage fermé, c'est l'illustration parfaite de la congestion pelvienne. Quand tu ne mobilises pas ton bassin, tu comprimes le nerf pudendal et tu écrases les artères nourricières. C'est logique. Et le mouvement, tel qu'il est expliqué dans nos sources, a une fonction biomécanique, bien sûr, mais surtout circulatoire. Quand tu t'accroupis profondément, tu étires mécaniquement ton fascia pelvienne. Et ça ouvre les vannes. On lâche la pression. Exactement. Et en relançant ce flux sanguin de façon puissante, tu permets enfin aux fameux nutriments anti-inflammatoires dont on vient de parler
comme le zinc de la goussie ou les oméga-3 des poissons locaux, d'atteindre physiquement les tissus de la prostate. Ah, donc sans mouvement, la nutrition est inutile. Tu pourrais manger des kilos de moringa, tant que le barrage est fermé, ces nutriments restent coincés en amont. Débloquer la centrale avec ces postures, c'est simplement rouvrir tes voies d'approvisionnement cellulaire. La mécanique des fluides couplés à la nutrition, c'est limpide. Les vannes sont ouvertes, l'eau est riche en nutriments. Mais le texte nous avertit d'un dernier obstacle. Et je pense que c'est vraiment le cœur émotionnel du livre. Oui, le fameux chef du village. Exactement. Le cerveau y est décrit comme le chef du village. Et si ce chef est en panique permanente, tu peux avoir le meilleur carburant et les vannes ouvertes, le système va finir par s'auto-saboter. C'est inévitable. Et ça nous amène à explorer le poids des non-dits, des tabous et l'impact direct des émotions sur notre anatomie pure. Le guide affronte ici une pression culturelle d'une violence inouïe. Dans la majorité des sociétés, et encore plus dans le contexte précis décrit par l'auteur, il y a cette règle d'airain qui exige qu'un homme doive absolument tout supporter dans un silence absolu. La faille n'est juste pas permise. Sauf que l'angoisse de la performance, la honte d'une baisse de libido ou la terreur de l'infertilité, ça ne s'évapore pas par magie dans le vide. Bien sûr que non. Ces émotions refoulées, elles créent une contraction musculaire involontaire et permanente. Elles descendent, se loger physiquement dans les muscles profonds de ton plancher pelvien. Ça génère ce que la médecine appelle les syndromes de douleur pelvienne chronique. Le corps garde le score, comme on dit. C'est exactement ça. Et pour désamorcer cette espèce de bombe à retardement, le protocole de l'auteur propose des rituels très ancrés. Et on ne parle pas de psychanalyse sur un divan, hein. Non, c'est très proactif. Il suggère par exemple d'écrire une lettre manuscrite à son enfant intérieur. Il valorise énormément les cercles de parole exclusifs entre hommes pour pouvoir enfin libérer la parole sans jugement. Des espaces sécurisés, oui. Le zébé, ou Enferin, qui est super réputé pour ses vertus apaisantes, et il va même jusqu'à proposer un rituel solennel de pardon familial. Pour couper les ponts avec les fardeux transgénérationnels ? Et la peur viscérale de transmettre une lignée défaillante. Mais bon, là, je me fais l'avocat du diable un petit instant. L'approche holistique, elle est belle, elle est séduisante. Mais comment est-ce qu'un rituel d'écriture, le simple fait de coucher des mots sur du papier ou de parler de ses doutes autour d'un feu, comment ça peut avoir le moindre impact mesurable, cliniquement parlant, sur une prostate enflammée ? C'est la grande question. Est-ce qu'on n'est pas en train de glisser tout doucement vers la pensée magique, là ? C'est une question légitime. Mais le texte y répond par la neurobiologie pure et dure. Le rituel n'a absolument rien de surnaturel. D'accord. Son mode d'action se situe au niveau du nerf vague. Maintenir un secret lourd ou cacher une faiblesse, ça demande une énergie cognitive immense à ton cerveau. Il traite ce secret comme une menace imminente. Ce qui maintient l'amygdale hyperactive. Et qui alimente la fameuse boucle de cortisol dont on parlait. Poser un acte rituel, que ce soit exprimer une vulnérabilité à voix haute dans un cercle ou structurer ses angoisses par l'écriture, ça déplace physiquement ton activité cérébrale. C'est-à-dire ? L'activation électrique passe de ton amygdale vers ton cortex préfrontal, qui est la zone de la rationalité et du langage. Ah, c'est un vrai transfert électrique dans le cerveau ? Exactement. Et ce transfert coupe net la production de cortisol. En faisant chuter les hormones de stress, le rituel envoie un signal fort au système nerveux autonome pour lui dire « rentez-né ». C'est bon, la menace a disparu. Et c'est là qu'on bascule. Cette bascule psychologique active ton système nerveux parasympathique, celui du repos et de la digestion. Biologiquement, ton corps quitte enfin l'état d'urgence pour entrer dans un état de régénération cellulaire, de réparation tissulaire et de production hormonale optimale. C'est fascinant. La parole articulée devient littéralement la clé physique qui déverrouille les vannes de la fertilité. Tout à fait. Donc si on résume, les rituels stoppent l'hémorragie du stress et l'alimentation couplée au mouvement nettoie la tuyauterie. C'est ce que l'auteur appelle la phase 0, la préparation du terrain, quoi. La fondation. Mais une fois que la circulation est rétablie, il faut s'assurer que l'eau du barrage est chargée des nutriments les plus denses possibles. Et c'est là que le guide fait un pont super intéressant avec la biochimie moderne. Il structure ça dans un calendrier hyper précis de 21 jours et même un cycle de 39 jours.
Ce découpage temporel, il ne l'a pas choisi au hasard. Il suit les cycles de renouvellement de nos cellules. Les premiers jours sont uniquement consacrés à éteindre l'inflammation systémique. On éteint l'incendie d'abord. Voilà. Ensuite, les semaines qui suivent ciblent la régulation des hormones et la réparation des tissus prostatiques. Et pour soutenir cette réparation rapide, l'auteur intègre l'utilisation de compléments alimentaires modernes. Il mentionne d'ailleurs spécifiquement la gamme Forever Living. Ouais, c'est à ce moment-là du livre qu'on va apparaître des acronymes comme le DX4 ou le C9. Alors pour un lecteur non averti, ça pourrait ressembler à une simple page de pub ou un catalogue de produits. C'est vrai que ça peut surprendre. Mais le document prend vraiment la peine d'expliquer ce qui se passe biologiquement. Le DX4 par exemple, l'auteur explique que c'est pas juste une boîte de gélules. C'est un programme de réinitialisation sur 4 jours pour purger les voies hépatiques et rénales et évacuer les toxines circulantes. C'est une logique très séquentielle. Une fois que tu as purgé tes filtres principaux avec ces 4 jours, le protocole enchaîne avec le C9. Et ça, c'est quoi exactement ? C'est un programme de 9 jours dont le but biochimique est de nettoyer en profondeur les villosités de tes intestins. Parce que si la paroi de ton intestin est tapissée d'un mucus inflammatoire dû à des années de mauvaise malbouffe, la porosité idéale de ta barrière intestinale, et c'est seulement ensuite que des compléments hyper ciblés comme le Vitolez Men ou le gel d'aloe vera viennent saturer des tissus qui sont devenus réceptifs. D'accord. Et le fameux protocole de 39 jours, alors? Ça permet simplement de prolonger ce cycle pour atteindre le renouvellement de tissus beaucoup plus profond et vraiment stabiliser la production de testostérone sur le long terme. Mais c'est là que je trouve que l'auteur révèle une honnêteté intellectuelle assez rare. Parce que le chapitre sur les compléments inclut une analyse scientifique super rigoureuse, ingrédient par ingrédient. Il ne cache rien des études cliniques. Non, il s'appuie sur les vrais niveaux de preuve. Il confirme par exemple que l'huile de pépin de courge et l'écorce de pygéum ont des preuves scientifiques solides pour réduire l'inflammation de la prostate. Ce qui valide son approche traditionnelle d'ailleurs. Tout à fait. Mais en parallèle, il signale clairement que d'autres extraits qui sont ultra populaires sur le marché de la virilité, genre le palmier nain, souvent vendu sous le nom de saupalmetto, ou les fortes doses de vitamine E, il dit qu'ils sont classés par de grandes méta-analyses comme ayant des preuves faibles, voire des résultats carrément controversés. Oui, il n'hésite pas à le souligner. Alors, qu'est-ce que tout cela signifie au fond? On est face à un paradoxe apparent. L'auteur propose d'intégrer des compléments commerciaux dans son protocole d'urgence, mais il avertit ses lecteurs que la littérature scientifique ne valide pas à 100% tous les ingrédients miracles de l'industrie. Est-ce que ce constat ne fragilise pas la promesse de guérison en 21 jours? Eh bien, c'est justement cette nuance qui est la véritable force de ce document. Elle protège totalement l'intégrité de sa démarche. Les compléments y sont positionnés d'une manière hyper réaliste. Ce ne sont pas des potions magiques. Non, ils agissent comme un additif de haute performance qu'on viendrait verser dans un moteur qui est déjà en cours de réparation. L'idée centrale, c'est la synergie métabolique. Un micronutriment isolé fera pas grand-chose, mais l'assemblage agit comme un filet de sécurité pour combler nos carences modernes. Je vois. Et la plus sophistiquée du monde ne remplacera jamais l'effort mécanique de s'accroupir pour relancer la vascularisation. Ni la discipline de bien manger, j'imagine. Voilà, et encore moins le courage d'affronter l'origine de ses propres angoisses. Le complément vient amplifier les résultats d'un changement de mode de vie. Il ne le remplace en aucun cas. Refuser la facilité de la petite pilule magique, ça demande un engagement profond de l'individu en fait. C'est pas juste le réflexe d'avaler un comprimé au réveil en espérant que ça passe. C'est ça qui transforme ces 21 jours en une reconstruction intégrale, de la cave au grenier. C'est une vraie démarche de reprise de pouvoir. Comprendre chaque rouage de sa biologie, ça empêche de se comporter en simple spectateur de son propre déclin, tu vois. Absolument. Cette exploration de nos sources, je pense, nous aura clairement prouvé que la vitalité masculine, ou globale, repose sur un équilibre d'une précision chirurgicale. Ce n'est pas qu'une simple affaire de tuyauterie ou de mécanique. C'est une reconnexion totale. Une approche globale de la personne. C'est ça. Il s'agit d'adopter une nutrition qui éteint l'incendie de l'inflammation, de relancer l'hydroélectricité du corps par un mouvement profond, et par-dessus tout, de trouver le courage de verbaliser ses peurs pour désactiver les alarmes de notre système nerveux. Et le corps, de toute façon, finit toujours par trouver un moyen de raconter les histoires que l'esprit s'efforce de cacher. Ignorer ces signaux, c'est simplement accélérer la détérioration de la machine. Ce qui amène, pour conclure, une ultime réflexion pour ceux qui nous écoutent. Une idée qui dépasse la seule thématique de la prostate.
Si on part du principe qu'un héritage culturel dictant de souffrir en silence possède la force biologique réelle de stopper la circulation sanguine et de verrouiller notre anatomie, quelles sont les autres injonctions de notre société moderne qui sont en train de modifier secrètement notre physiologie à cet instant précis? Ah oui, il y en a beaucoup. La glorification du surmenage, l'obsession d'une productivité constante, le déni de la fatigue ou du besoin de sommeil. Ce sont de nouveaux virus logiciels. Exactement. Ces injonctions agissent comme de nouveaux logiciels toxiques qui réécrivent nos équilibres hormonaux de l'intérieur, dans le silence le plus total. C'est une invitation pressante à réapprendre à écouter les chuchotements de la machine et à agir bien avant que la mécanique ne se mette à hurler. Le diagnostic appartient désormais à chacun. C'est joliment dit. Un vrai travail d'introspection nécessaire. Tout à fait. Merci infiniment de m'avoir accompagné pour cette analyse profonde aujourd'hui. Merci à toi. C'était un plaisir. Et merci à tous d'avoir suivi cette exploration au cœur de nos sources. Prenez soin de vos mécaniques internes et à très bientôt pour une nouvelle analyse.